Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dont va plus loin. Au programme, ce soir, notre grand débat autour de cette volonté de Nicolas Hulot d'inscrire la protection de l'environnement dans l'article 1 de la Constitution. Une annonce qui a un peu surpris hier, la Constitution s'était prévue et c'était déjà un signal fort, mais l'article 1er, on ne l'attendait pas. Et cela pose de nombreuses questions d'ordre juridique. D'abord, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, et puis des questions politiques. Qu'est-ce que ça changera concrètement? Et est-ce que ce n'est pas une manière pour Nicolas Hulot de marquer son passage dans ce quinquennat? Est-ce même un cadeau d'Emmanuel Macron pour chérir son ministre qui hésite à partir? Autant de questions que nous poserons ce soir à nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera Arnaud Benedetti à Romain Mouton. Nous reviendrons sur la vidéo de la semaine, celle où Emmanuel Macron recadre sèchement un adolescent qui lui dit « ça va Manu ». Au-delà du buzz, c'est une vraie séquence de communication qui a peut-être une utilité politique. Le chef de l'État l'a posté sur son propre compte Twitter. Jean-Michel Blanquer parle d'un sermon bienveillant. Ce face-à-face inopiné s'avère-t-il être un bon coup de com'? Nous en débattrons avec nos spécialistes. L'entretien du jour, nous recevons Frédéric Michaud. Il dirige le département opinion et politique de l'Institut Opinionway et il publie ce livre, La prophétie électorale, un ouvrage qui revient sur l'histoire des sondages, leur méthode, leur importance dans le débat politique. On leur reproche beaucoup de choses et notamment d'influencer l'opinion. Il nous dira ce qu'il en pense. Mais d'abord, cette idée qui semble un peu sortie du chapeau, inscrire l'environnement dans l'article 1 de la Constitution. La décision n'est pas anodine, il y a le problème de la faisabilité, celui de l'utilité réelle et puis l'objectif politique qui se cache derrière. D'ailleurs, l'accueil à cette annonce est plutôt mitigé. Avant d'interroger nos invités, regardons ce qu'en pensent les sénateurs avec Nelson Djetten. C'est une victoire symbolique pour Nicolas Hulot. En marge d'un déplacement en Bretagne avec le président de la République, le ministre de la Transition écologique a affirmé hier que la protection de l'environnement serait inscrite à l'article 1 de la Constitution. Ce matin, il en a dévoilé la formulation qu'il souhaitait. La République assure un niveau de protection de l'environnement élevé et en constante progression, notamment pour la protection de la biodiversité et l'action contre les changements climatiques. Ça peut être une base de réflexion. Initialement prévu à l'article 34, l'écologie se verrait donc intégrée au premier article de la loi fondamentale française qui énonce les valeurs fondatrices de la République. Pour la majorité sénatoriale, cette initiative est inutile. Nous avons inscrit dans la Constitution, en 2004, la charte de l'environnement. Ce n'est pas un article symbolique, ce sont 10 articles qui créent des droits et des devoirs. On peut réfléchir à reparler de nouveau de l'environnement dans la Constitution, mais ça n'a pas d'intérêt concret et pratique pour améliorer la lutte effective contre le changement climatique. La Constitution n'est pas là pour agiter des symboles, elle est là pour nous permettre de faire rentrer dans la réalité un certain nombre de préoccupations. Cette mention environnementale devrait faire partie du projet de loi constitutionnelle voulu par Emmanuel Macron, dont il dévoilera les contours lors de son discours au Congrès le 9 juillet. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Dominique Rousseau, bonsoir, professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne. Hervé Kempf, bonsoir, rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie. Corinne Lepage, bonsoir, ancienne ministre de l'Environnement et présidente de CAP 21. Fabrice Vesser-Redon, bonsoir, journaliste au groupe EBRA et auteur du livre Laurent Wauquiez, l'impétueux. Je voudrais d'abord m'adresser au constitutionnaliste qui est sur ce plateau. Dominique Rousseau, inscrire la protection de l'environnement dans l'article 1 de la Constitution. Est-ce que c'est si facile que Nicolas Hulot a l'air de le dire? Et au départ, ça devait être dans l'article 34, finalement l'article 1, qu'est-ce que ça change? Deux questions donc. Alors deux questions en une, je vais essayer de faire une seule réponse. Si c'est dans l'article 34, ça délimite le champ d'action du législateur. Si c'est dans l'article 1er, ça définit l'identité constitutionnelle de la République. Cet article 1er, il est fondamental puisque si la Constitution est la carte d'identité de la France, il faut qu'il y ait, comme dans une carte d'identité d'un individu, tous les caractéristiques. Et dans l'article 1er, vous avez les caractéristiques de la République. Elle est démocratique, elle est sociale, elle est paritaire, elle est décentralisée. Et il est évident, normal aujourd'hui, d'ajouter que la République assure, garantit, favorise, après il y aura le débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, garantit la protection de l'environnement, le respect de la diversité biologique et le climat. Donc c'est important que ce soit dans l'article 1er parce que c'est un article qui définit la République. La question de la charte de l'environnement, oui, mais c'est pas sérieux.
c'est pas sérieux. La charte de l'environnement, l'expression, juridiquement, ne veut strictement rien dire. Elle est adossée à la Constitution. Vous voyez, adossée. Elle est adossée à la Constitution. Ça veut dire qu'elle n'est pas dedans. Elle est adossée. Donc, ce qui est souhaitable, c'est que l'environnement rentre dans la Constitution. Alors, soit c'est le juge qui fait rentrer l'environnement dans la Constitution et on va crier gouvernement des juges, soit c'est précisément le constituant qui reprend la main, en quelque sorte, et inscrit dans l'identité de la République française, désormais, la nécessité de protéger la biodiversité et l'environnement. Corinne Lepage, on comprend donc que c'est un symbole très fort. Que pensez-vous de je suis bien sûr d'accord avec le professeur Rousseau. Il y avait 3 solutions. Article 34, ça ne change rien, parce qu'il l'a déjà fait. Le Code de l'environnement, c'est une loi, donc ça ne change rien. L'article 1er qui est la solution médiane, et puis il y avait la solution la plus forte qui était de créer un nouveau titre au sein de la Constitution. Certains y ont réfléchi. Un nouveau titre au sein de la Constitution dans lequel on aurait mis un certain nombre de choses. Donc symboliquement, c'est fort. Ceci dit, le praticien que je suis réfléchit sur l'effet direct que ça peut avoir. Dire qu'on va protéger l'environnement, l'article 1 de la Constitution, c'est bien. Je veux dire, sur le plan du symbole, c'est très bien. Pratiquement, qu'est-ce que ça va changer par rapport à ce qu'il y a déjà dans les traités de l'Union européenne, qui s'imposent aux législateurs, je le rappelle, par rapport à la Charte des droits fondamentaux, qu'il prévoit déjà et qui sont des textes donc supérieurs à la loi. Voilà, je m'interroge et je dirais que, vous allez me dire que j'ai très mauvais esprit comme d'habitude, mais le jour où on annonce ça, dans le même temps, le président de la République considère comme tout à fait normal d'aller bricoler la loi littorale pour en réduire la portée. Alors moi je veux bien qu'on mette le climat... Donc un écran de fumée ? Peut-être pas, mais je veux dire qu'il faut une cohérence dans les politiques. Vous voyez, vous ne pouvez pas dans le même temps dire c'est tellement fondamental qu'on le met dans l'article 1 de la Constitution, et dans le même temps, alors je sais bien que c'est à la mode le même temps, mais quand même, d'avoir des textes qui sont en parfaite contradiction avec ce qu'on vient de dire. Hervé Kempf, un grand pas, mais manque de cohérence ? Comment vous percevez cette annonce de Nicolas Hulot ? C'est un pas important pour l'écologie. Article 1 de la Constitution, ce n'est pas anodin. Non, j'ose pas dire que c'est anodin, mais un grand pas, j'en suis pas convaincu non plus. D'abord, il faudrait peut-être se poser la question, est-ce qu'on a besoin de réformer la Constitution ? Ça, c'est un premier point, et on va voir que, mais je parle sous le contrôle de personnes beaucoup plus éminentes et compétentes que moi sur ce point, qu'il va y avoir plein de choses trappes, d'idées cachées, etc. Donc, d'une certaine manière, ce petit étendard, parler de l'environnement pour dire il faut le sauver, ça fait toujours plaisir à tout le monde, et politiquement, on est sûr de gagner quelque chose. Et pendant ce temps-là, on passe d'autres choses. Donc, est-ce qu'il y a besoin de réformer la Constitution ? Premier point. Deuxième point, ça a été très bien dit. Moi, je me dis, après tout, il y a eu le principe de précaution qui était une bataille énorme sous M. Chirac avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Le résultat, concrètement, est... Corinne Lepage est avocate, donc elle voit sur le terrain. Nous, en tant qu'observateurs des luttes écologiques, on se rend compte que le principe de précaution est d'une inutilité à peu près totale. Et troisième point, je suis absolument d'accord, il faut être cohérent. Quand on dit on va mettre l'environnement au premier plan de la Constitution de la République française, ça a été très bien dit, il faut être cohérent par ailleurs et mener une politique environnementale. Et malheureusement, la politique environnementale du gouvernement Macron, de M. Macron et de M. Hulot est très négative. Et Fabrice Vessert-Redon, on va évidemment aussi surveiller la formulation, les mots employés, parce qu'il y aura des mots employés, c'est aux parlementaires de travailler. On entendait le sénateur Philippe Bas tout à l'heure dire, bon, on n'est pas là que pour manier des symboles. Mais le symbole a aussi son importance. Et si là, effectivement, le symbole donne un vrai top départ, ça sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Après, c'est l'avenir qui va dire le reste. Alors, beaucoup se demandent effectivement à quoi cela va servir concrètement. Pas de doute, pour Mathieu Orphelin, ancien porte-parole de Nicolas Hulot et député du Maine-et-Loire, cette inscription va fondamentalement changer les choses et permettre d'aller beaucoup plus loin. Écoutez. Inscrire dans la loi, ça va permettre que on s'assure que toutes les lois qui vont être prises maintenant soient compatibles avec le long terme, soient compatibles avec les grands enjeux écologiques. Donc il nous reste un peu de temps. C'est entre guillemets du détail de trouver la bonne formulation. L'essentiel, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le gouvernement et l'Assemblée nationale sont sur les mêmes bases. Il faudra aussi que le Sénat soit sur les mêmes bases. Alors il est proche de Nicolas Hulot, donc évidemment il défend cette idée. Mais est-ce que c'est vrai, ça permet à des lois d'aller beaucoup plus loin ? Oui, tout va dépendre tout va dépendre de la rédaction, parce que soit on dit la République favorise, la République assure, la République garantit. Quel est le verbe qui va être choisi ? C'est pas indifférent. Lorsqu'il y a eu, par exemple, la révision de la Constitution en 1999 pour introduire l'égal accès des femmes aux emplois publics, il y a eu tout un débat à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on disait la loi garantit
La loi assure ou la loi favorise. Ils ont choisi comme verbe favorise, le plus bas dans la portée normative. Le plus bas dans la portée normative. Alors, évidemment, je pense que le verbe qui devrait être utilisé, c'est la République garantie. C'est le terme le plus fort. C'est le terme le plus fort. Et c'est le terme le plus fort, pourquoi? Parce que c'est un terme qui permet deux choses. Il permet, d'exiger des gouvernements et du Parlement qu'ils conduisent des politiques qui respectent la diversité biologique et l'environnement. Premier point. Et deuxième point, s'ils ne le respectent pas, il permet aux citoyens d'agir, alors par toute forme, d'agir en posant des questions prioritaires de constitutionnalité, d'agir éventuellement dans la rue, et en invoquant la Constitution. Vous ne respectez pas la Constitution. Donc le fait d'inscrire dans la Constitution un principe est un instrument permettant aux citoyens de regarder, de surveiller et d'exiger du gouvernement qu'il se conduise comme c'est écrit dans le texte. Alors peut-être qu'il ne le fait pas, mais en tous les cas, il y a un point d'appui. Derrière, juste un mot, vous parliez de la charte de l'environnement. C'est vrai qu'elle est adossée. Enfin, il n'empêche quand même que le Conseil constitutionnel vérifie dans toutes les lois qu'il y a bien un respect de la charte. Bon, on ne peut pas dire que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ait été franchement bouleversifiante et bouleversante par rapport à l'application de ces principes. Par exemple, je prendrai le dernier exemple en date, le CETA, dont on savait pertinemment qu'il tournait le dos à notre politique affichée en termes de climat. Le Conseil constitutionnel, il n'a rien trouvé à y redire. Donc moi, je partage tout à fait ce que vient de dire Dominique Rousseau, le professeur Rousseau à côté de moi. C'est que le choix des mots est essentiel. Et moi, fondamental, bien sûr. Très franchement, ce que je crains, c'est qu'on favorise ou quelque chose en un truc très léger. Donc on va dire, youpi, vous voyez, on est les meilleurs, on a mis dans l'article 1 l'environnement, et ça servira sur le plan juridique à absolument rien du tout. Un dernier point d'ordre juridique. Une phrase de Mathieu Orphelin nous a interpellés lors de cette interview que vous avez pu voir il y a un instant. Il nous dit: la France sera ainsi le premier pays du G20 à inscrire le climat et l'environnement dans sa constitution. Du coup, on a un petit peu regardé si cela figurait dans d'autres constitutions d'autres pays du G20. Il me semble, vous allez me dire, que c'est le cas en Allemagne. Depuis 2002, l'article 20A de la loi fondamentale dispose que, je cite, « Assumant ainsi également sa responsabilité devant les générations futures, l'État protège les fondements naturels de la vie et les animaux. » Donc ce n'est pas une première, c'est faux. Non, ce n'est pas une première. Bien sûr. Donc il ment, Mathieu Orphelin. Il faut qu'il regarde toutes les constitutions. Il y en a qui vont très très loin. Vous en avez une, c'est la Bolivie ou je ne sais où, c'est un pays d'Amérique latine qui a inscrit dans sa constitution l'obligation de respecter le droit des générations futures et les espèces animales et végétales, ce qui se retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'humanité que je promeus par Donc ailleurs. la France n'est pas spécialement pionnière, Fabrice Besséredon. Ce comparatif avec les autres grands pays industrialisés du monde est quand même intéressant. Le fait que la France franchisse un nouveau cap sur le plan, même si c'est un symbole, à un moment donné, c'est aussi un message envoyé au monde entier. Et c'est aussi, quelque part, la suite logique de ce qui a été décidé ici à Paris, dans le cadre de la COP21, il y a quelques temps. Alors effectivement, vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois que l'on touche à la Constitution sur la question de l'environnement en France. Il y a 13 ans, le 1er mars 2005, le Parlement adoptait cette fameuse charte de l'environnement. Ce texte énonçait 3 grands principes: le principe de prévention, le principe de précaution et le principe pollueur-payeur, dont on a beaucoup parlé à l'époque. C'est Jacques Chirac qui était à l'origine de cette proposition, c'est lui qui l'a promulguée et il en avait fait une fierté. C'était lors de ses vœux en décembre 2006. Écoutez. Il y a l'enjeu écologique. C'est un enjeu immédiat, un enjeu politique. La France est le premier pays au monde à avoir inscrit en 2005 une charte de l'environnement dans sa constitution. En février, elle accueillera une conférence internationale pour accélérer la marche vers une organisation mondiale de l'environnement. Et vous avez entendu encore l'argument de la France, premier pays au monde. Il l'a fait. Il a essayé de créer l'OME, qui était une excellente idée. Ça fait 11 ans ou 12 ans, c'est toujours pas là. Et à mon avis, c'est pas prêt d'être là. Hervé Kempf, est-ce que vous diriez que ça a quand même marqué un tournant? Est-ce que cette charte de l'environnement, que vous avez vous-même évoquée tout à l'heure, est-ce que oui ou non, ça a eu un effet réel? Ou c'était un effet d'annonce? Non, c'est un effet. Qu'est-ce que ça a changé en matière d'écologie? Honnêtement, c'était intéressant dans le contexte, puisqu'on était à ce moment-là en pleine bagarre, si je permets pour ce terme, autour des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Et là, précisément, il y avait un enjeu très concret, c'était est-ce qu'on n'a pas toutes les analyses scientifiques, mais
on peut suspecter qu'il y a un problème. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas être prudent et, avant de larguer les OGM dans la nature, adopter le principe de précaution? Et donc, dans ce contexte-là, le choix qui avait été fait par le président de la République et le gouvernement de l'époque avait un vrai sens, parce qu'il pesait. Là, on est dans un cas où toutes les batailles qui se mènent sur l'environnement sont en fait quasiment perdues, y compris par M. Nicolas Hulot, on l'a documenté précisément et factuellement sur Reporter, et où on va nous agiter un drapeau. Donc voilà, c'est dans le contexte, je pense une fois de plus que c'est vraiment contre-productif, et c'est presque, j'ai peur de le dire, presque vous allez avoir un débat qui va être très intéressant sur la communication. On a avec M. Macron et avec toute son équipe une remarquable qualité politique de communication, mais ils savent parfaitement faire croire autre chose que ce qu'ils font réellement. Et donc, on va essayer de nous faire croire qu'on se base sur l'environnement, on est les premiers au monde, on inscrit le climat dans la Constitution, pendant que dans le même temps, on fait une politique qui est contraire aux intérêts de l'environnement. Alors, bon, évidemment, je suis pas qu'il y ait de la com, qu'il y ait du buzz autour de ça, qu'il y ait une utilisation politique, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que constitutionnaliste, c'est que toutes les luttes sociales aujourd'hui, toutes les luttes sociales cherchent un débouché juridique, et notamment un débouché dans la Constitution. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans la société ce sentiment que pour que les choses avancent un tout petit peu, pas des grands pas pour l'humanité, mais un tout petit peu, il faut à un moment donné que ce soit inscrit dans la Constitution. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que c'est inscrit dans la Constitution, c'est plié et l'affaire est réglée, on peut passer à autre chose? Est-ce que vous croyez que la liberté d'expression, qui figure à l'article 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme, ça y est, c'est fait, c'est derrière nous? Est-ce que vous croyez que l'égalité entre les hommes et les femmes, ça y est, c'est fait, c'est donc derrière nous? Donc ça pose un jalon, c'est ce que vous nous dites? Ce que je veux dire, c'est que c'est important que ça soit écrit. Badinter avait une expression, vous savez, souvent on dit la France est le pays des droits de l'homme. Non, la France c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Et la Déclaration des droits de l'homme, elle est devant nous. Elle n'est pas derrière nous. C'est important dans les luttes sociales qu'à un moment donné, ces luttes sociales se retrouvent dans le texte juridique, dans le texte qui fait l'identité constitutionnelle de la France. Je ne parle pas d'identité nationale, hein, je parle d'identité constitutionnelle de la France. Cette identité étant branchée avec les autres identités des pays européens. Et à partir de là, les citoyens ont une base pour regarder, pour agir, pour contrôler. C'est pas, c'est pas insignifiant que les luttes sociales cherchent toujours un débouché dans la Constitution. C'est pas on touche la Constitution pour un oui, pour un non, et on utilise la Constitution comme outil politique. Quand les femmes ont lutté pour qu'on reconnaisse l'égal accès des femmes à la Constitution. Bon, on aurait pu dire oui, bon, c'est pas la peine, ça ne changera rien de toute façon. Bon, ok, ça n'a peut-être pas changé grand-chose. Il n'empêche que désormais les femmes peuvent s'appuyer sur un texte fondamental, pour justifier leur lutte. Ça ne veut pas dire que, encore une fois qu'on a inscrit dans la Constitution, il n'y a plus rien à faire, bien sûr. On passe à autre chose. Il s'agit simplement, enfin, ça permet simplement aux citoyens d'utiliser ou de ne pas utiliser les principes. Ce droit fondamental. Ce droit fondamental pour faire progrès. Dans le sens de ce que vient de dire le professeur Rousseau, toujours vu du terrain et de la pratique, l'invention juridique devant les prétoires, elle se nourrit à la fois, je dirais, de l'air du temps, c'est-à-dire de ce que les gens attendent et trouvent juste, entre guillemets, et de base juridique. Alors, même quand un texte est mal fichu, même quand il est très faible, mais qu'il existe, on peut essayer de tirer quelque chose, et le rapprochant d'autres choses, essayer de lui faire dire un peu plus que ce qu'il a dit. Alors, ça marche quand vous avez des juges qui ont envie d'aller dans ce sens-là. Quand vous avez des juges qui sont plutôt conservateurs, comme l'est le Conseil constitutionnel, qui est plutôt conservateur, ça ne marche pas forcément. Voilà. Mais c'est important pour cela, parce que le droit, il se crée aussi dans la pratique. Et la pratique, il faut bien qu'elle s'agrippe à des règles de droit. Alors, si on aborde le volet politique de cette affaire, on ne peut pas nier que cette annonce tombe à point nommé pour Nicolas Hulot, qui a perdu pas mal d'arbitrages ces derniers mois. Citons le glyphosate, l'huile de palme, le nucléaire, maintenant le recul sur les hydroliennes. Cette inscription de la protection de l'environnement dans la Constitution, est-ce un cadeau d'Emmanuel Macron? Le chef de l'État veut-il cajoler ce ministre qui hésite à partir? Il l'a dit lui-même. Les deux hommes ont en tout cas soigné leur image en déplacement en Bretagne ces dernières 48 heures. C'est ce qu'a remarqué le journaliste du Figaro, Arthur Berda, qui a posté cette
très courte vidéo sur son compte Twitter. Regardez, c'est très rapide. Je crois que l'un et l'autre, on est incapable de dissimuler. Donc vous avez vu qu'on s'entend très très bien. Fabrice Vesser-Redon, c'est avec ce genre de phrases et de séquences qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a de la mise en scène. Il n'y a pas une semaine où le départ de Nicolas Hulot n'est pas évoqué. Alors, est-ce qu'il a vraiment envie de partir? Moi, je crois surtout qu'il a très envie de rester, qu'il a tout fait pour un jour devenir ministre de l'Environnement, que quelque part, Emmanuel Macron... C'est votre point de vue? Oui, c'est mon point de vue, et je crois qu'il est plutôt heureux dans son poste, même si il s'aperçoit que c'est beaucoup plus contraint que ce qu'il imaginait, et ça risque d'être long, jusqu'à la fin de ce quinquennat, s'il y reste. Hervé Kempf, ça rappelle un peu ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être un coup de com'. On voit que les deux hommes affichent une amitié, une proximité. Oui, alors je vais vous avouer qu'à Reporter, on est le quotidien de l'écologie. On n'est pas le quotidien de la politique et des politiciens qui tournent autour de l'écologie. Donc je dois avouer que le débat récurrent, va-t-il démissionner, ne va-t-il pas démissionner, pourrait-il démissionner, va-t-il démissionner, on n'en a jamais parlé, c'est pas notre propos. On était même. Mais est-ce que vous craignez que cette annonce d'article 1 dans la Constitution soit une forme de cadeau politique? Mais à la limite, peu importe. Oui, même si c'est un cadeau, au moins ça sera. C'est peut-être pas le propos, mais est-ce que cette politique est écologique ou pas? Est-ce que M. Hulot, mais je vais vous dire franchement, c'est pas très poli, il aimera pas parce qu'il a une grande sensibilité, cet homme, mais je me fiche de la sensibilité de M. Hulot. Est-ce que Mme Royal, est-ce que Mme Kosciusko-Morizet, est-ce que M. Borloo, est-ce que Mme Lepage, est-ce que Mme Bateau, est-ce que Mme Roselyne Bachelot, etc., ont été utiles, ont une action, se sont battus, ont fait avancer les choses? C'est ça qui doit nous préoccuper. Et pour l'instant, vous si nous on dites... parle d'introduire le changement climatique ou la biodiversité ou l'environnement dans l'article 1er de la Constitution, et ce que nous ont appris Mme Lepage et M. Rousseau, la présentation, c'était très intéressant, c'est important. Alors, est-ce qu'on a une politique qui est en cohérence avec ça? Et quelle que soit la personne. Eh bien là, je suis désolé, cette politique n'est pas là. Vous restez sceptique malgré ce que vous a dit Dominique Rousseau? Oui. L'article, non, vous m'avez convaincu. Donc, battons-nous là-dessus. Effectivement, après, il y a deux choses. Il y a très, très passionnant parce que la question des femmes dans la Constitution, je crois que c'est dans le préambule de 1946, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, et c'est le droit de vote pour les femmes en 1946. Et en fait, ça va vraiment bouger pour les femmes, sauf erreur, le mouvement féministe à partir de 68. C'est presque 20 ans après. Vous vous rappelez que jusqu'en 1968, les femmes n'avaient pas le droit de faire des chèques eux-mêmes, enfin, etc. Ça veut dire quoi? On a besoin d'instruments juridiques et on a besoin d'un mouvement social, on a besoin de lutte. Le problème là avec le ministre actuel, c'est qu'il devrait s'appuyer sur le mouvement, sur la société civile, parce que lui, politiquement, il ne pèse rien. Son allié naturel, bizarrement, ça serait France Insoumise. Mais il ne peut pas le faire. Donc il est totalement nu politiquement. Alors il est réduit à faire des sourires avec M. Macron, qui est très intelligent et qui est encore plus intelligent que M. Hulot, qui est très intelligent, mais M. Macron a tout oublié d'être bête. Et donc au moment où il sent que ça patauge un peu, il va le cajoler, il lui donne, j'ose dire... c'était ma question, merci d'y répondre. C'était bien ce que je vous demandais. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Mais donc, vous le prenez comme ça. Vous vous dites, Emmanuel Macron cajole Nicolas Hulot pour éviter qu'il parte. Ce serait un mauvais coup politique si oui, mais moi je vois du point de vue de l'environnement. On va parler... Oui, mais donc vous avez une analyse politique aussi. Monsieur Macron, oui, toujours. Mais M. Macron, il se dit toujours, jusqu'à quel point... C'est terrible la politique. Jusqu'à quel point M. Hulot m'est utile ou pas? En fait, M. Macron, il voit que pour l'instant, ça tient encore parce que M. Hulot est encore à peu près populaire dans l'opinion. Il a perdu, en revanche, avec le mouvement écolo. Tous ceux qui s'intéressent vraiment à l'écologie, maintenant, ne sont plus avec M. Hulot. Ils lui en veulent vraiment. Je vais vous dire pourquoi. Je le sais, on a publié donc, le Huloscope, donc l'analyse factuelle. On s'attendait quand même, parce que beaucoup de gens nous disent « Mais M. Hulot est utile. » On n'a eu aucun commentaire négatif. Aucun commentaire négatif. Mais... Parce que dans le public de reporters qui est très intéressé par l'écologie, ils ont fait l'analyse, oui, là, sur le plan de la politique écologique, on perd. Donc, M. Macron, c'est une planche, il tient M. Hulot tant qu'il en a besoin, après il est en train, est-ce que je pourrais jouer avec Mme Ségolène Royal? Est-ce que je pourrais jouer avec telle autre personne? Un autre, pour quand M. Hulot sera trop usé, il aura un autre ministre. Corinne Lepage, vous avez été ministre, vous connaissez parfaitement les mécanismes. Et effectivement, on peut se demander si parfois un président ne va pas bichonner un ministre parce qu'il a peur qu'il parte. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Est-ce que c'est comme ça que vous interprétez cette annonce soudaine de la protection de l'environnement dans l'article 1 de la Constitution? Je pense qu'il a eu l'autorisation de le dire, certainement. Entre l'autorisation de le dire et que ce soit réellement fait, il va encore se passer de l'eau sous les ponts. Et si c'est réellement fait, le professeur Rousseau l'expliquait tout à l'heure, dans quelles conditions? Mais voilà, on lui donne un petit quelque chose. Et c'est vrai que le travail remarquable qu'a fait Reporter
très factuel, ça c'est bon, ça c'est moyen, ça c'est bon, ça c'est mauvais, mauvais dû à Hulot, mauvais dû à Macron, globalement, c'est extrêmement intéressant. Et pour le moment, c'est très négatif. Donc on voit bien, et ça a continué aujourd'hui. Aujourd'hui, Nicolas Hulot a fait une déclaration assez anti-EDF. Bon, ce qui ne change rien au fait que la programmation pluriannuelle de l'énergie garde des scénarios totalement pro-nucléaire, qu'il n'est toujours pas question de fermer des centrales nucléaires. C'est donc dans la vraie vie, ça change strictement rien. Mais on lui a donné l'autorisation, moi c'est comme ça que je l'interprète, de monter au créneau. Et oui. Bon, autrement dit, on lui redonne un peu de visibilité de défenseur de l'environnement. Parce que non seulement il y a une particularité avec Nicolas Hulot qui reste l'homme de conviction que nous connaissons tous, et je ne le mets pas du tout en cause à titre personnel. Mais par rapport aux autres ministres qui ont perdu des arbitrages, et vous avez raison, on en a tous perdu. Je dirais que c'est le lot du ministre. Le lot du ministre. Bon. C'est qu'un ministre de l'Environnement qui perd son arbitrage, il a deux solutions. Ou bien il dit rien, ou bien il dit « je ne suis pas content ». Où je ne suis pas d'accord. C'est ce que faisait Ségolène Royal. La particularité de Nicolas Hulot, c'est qu'il va à la télé pour dire finalement c'est bien ce mauvais arbitrage. Et là, il y a un truc qui franchement, pour moi, est totalement incompréhensible. Parce qu'il ne peut pas le penser. Il passe son temps à dire qu'il ne sait pas dissimuler, je veux bien le croire. Mais comment il peut penser que c'est bien? Comment il peut penser que Total à la mettre, c'est très défendable? Parce que oui, le pauvre Total, vous comprenez, il a 450 emplois. Il a fait des investissements. Oui, j'entends bien, mais non, c'est son argument. Oui, on leur aurait dit, écoutez, c'est pas avec de l'huile de palme, mais c'est à autre chose. Et votre truc, il est construit. Maintenant, vous allez mettre d'autres huiles dedans. Je doute qu'il l'aurait fait. Il nous reste à peine quelques secondes. Fabrice Fissaredon, vous liez. J'ai un peu de mal à considérer Nicolas Hulot comme un martyr dans cette opération. Et d'ailleurs, je ne considère pas non plus que ce soit un cadeau. Je pense que tout le monde est gagnant finalement dans cette opération. L'opinion publique est très réceptive à ça. On parle de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de vie à travers ces sujets-là. Donc les gens, ils sont sensibles. Et même Emmanuel Macron est gagnant, Nicolas Hulot est gagnant, tout le monde est gagnant finalement. Et on va s'arrêter. Un dernier mot aussi, Dominique Rousseau, allez-y. Non, un dernier mot simplement pour dire que les réformes comme ça, elles sont jamais pures. Il y a toujours des coups politiques derrière. Est-ce que vous croyez que quand Giscard d'Estaing a fait le divorce par consentement mutuel, l'âge à 18 ans et l'avortement, c'était comme ça, par pureté? C'était pour... Non, mais on est là pour éclairer les Français. C'était pour faire un coup politique à la gauche. Et on est très content maintenant qu'il y ait ces trois réformes. Et on est là pour l'expliquer aux téléspectateurs. Aucune réforme n'est pure, en quelque sorte. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Arnaud Benedetti à Romain Mouton. On va revenir sur cette séquence qui a fait un buzz incroyable. Cette scène où Emmanuel Macron recadre sèchement un adolescent qu'il a interpellé assez familièrement, il faut bien le dire. Ce n'était évidemment pas prévu, mais cela finit par servir la communication du chef de l'État. Et ce n'est pas la première fois que le président capitalise sur des rencontres inopinées. Avant d'en parler, retour sur cette histoire avec Héloïse Grégoire. Ces moments-là, Emmanuel Macron les affectionne. Les bains de foule, le contact, au risque parfois de l'imprévu. Pourtant, ces imprévus, il les maîtrise et en fait sa signature. Au début de la semaine, le chef de l'État est interpellé par ce jeune. Ça va Manu? Non, je suis pas sûr de pas. Non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. La vidéo est diffusée sur le compte Twitter du président avec plus d'1 million de vues. La révolution, t'apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. Une séquence a priori improvisée, mais qui s'inscrit dans une communication très élyséenne. Emmanuel Macron sait qu'il est filmé, pourtant pas un regard aux caméras. Mais l'idée ici est de faire passer un message, celui d'incarner et montrer son autorité. Autre exemple, lors d'un déplacement à Tours, le président est interpellé par des retraités sur la hausse de la CSG. Le chef de l'État est calme, pédagogue et s'explique sur ses réformes. Je vais vous expliquer. On a travaillé toute notre vie. Mais vous avez travaillé toute votre vie pourquoi? Pour avoir une retraite. Non. Si vous regardez le système français tel qu'on l'a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées et pour celles et ceux qui sont à la retraite, mais je suis aussi obligé de remettre en marche l'économie du pays. Un exemple de communication politique rarement égalée, avec pour l'instant peu de ratés, jusqu'à preuve du contraire. Avec nous pour ce match des idées, Arnaud Benedetti, professeur associé en histoire de la communication à la Sorbonne et auteur de Le Coup de com' permanent. Romain Mouton, communicant et fondateur de RM Conseil. Bonsoir à tous les deux, merci d'être ici. Ce recadrage de l'adolescent, une séquence parfaite pour la com, parfaite pour l'image d'Emmanuel Macron, Arnaud Benedetti.
Plus compliqué peut-être que ça le paraît en première intention. C'est vrai que il a voulu tout simplement mettre en scène l'autorité rétablie 50 ans après 68 en plus face à une blague légèrement potache. Mais ce qui peut-être finalement pose problème dans cette séquence, c'est l'utilisation et la surexploitation de la séquence. Donc si vous voulez, il serait passé 40 secondes, 45 secondes, disons aux gamins, maintenant ça suffit, tu me parles d'une manière correcte parce que je suis président de la République et parce que tout simplement on parle comme cela à un adulte, ça aurait peut-être suffi. Mais l'exploitation ensuite de la séquence, de la vidéo, il la tweet de l'enfant, il la tweet sur son compte, ça pose un problème, ça pose une vraie contradiction, si vous voulez, en plus, parce que dans le même moment, on veut lutter contre le cyberharcèlement. Et on poste une vidéo avec un enfant dont le visage n'est pas masqué. Et ça lui porte préjudice. Et je pense que là, il y a un petit souci. Vous savez, dans une situation de face-à-face, il y a un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman qui disait une situation de face-à-face est un rite d'interaction. Pour qu'il soit réussi, il faut d'abord, en effet, préserver son image. Il le fait à peu près, mais il faut aussi préserver l'image de celui auquel on s'adresse. Et là, en l'occurrence, il ne préserve pas tellement l'image de l'adolescent. Donc une séquence de communication qui aurait pu être bonne pour lui, mais qui se retourne contre lui. Romain Mouton, vous êtes d'accord? Oui, c'est too much. Too much cette séquence parce que il a presque voulu faire du Bayrou. Quand on se rappelle, il avait fait sa claque quand on lui avait fait les poches. Et Bayrou n'avait pas parlé, avait fait 2 secondes. Et cette image avait fait du buzz. Et rien que dans la petite baffe, il y avait beaucoup de sens. Là, le problème, c'est qu'il a voulu, Emmanuel Macron, en faire un élément politique, il a voulu faire passer un message et il a fait presque une intervention politique alors que ça aurait dû être un recadrage à la fois spontané et naturel. C'est-à-dire qu'effectivement, se faire interpeller par son prénom en plus abrévié, ce n'est pas correct, mais il aurait pu lui dire très rapidement de l'appeler Monsieur le Président de la République ou Monsieur. Sauf que là, il en a fait des tonnes et que du coup, en dehors de l'humiliation pour cet adolescent, c'est avant tout le fait que ça ne paraît plus naturel. Et quand les gens, d'ailleurs on le voit, les réactions, c'est oui, effectivement, le gamin, il n'avait pas appelé comme ça le président de la République, mais de là en faire autant, du coup, il décrédibilise la première partie de son message, et surtout, il donne le sentiment que tout était prévu, calculé. Il y en a même qui se demandent si finalement c'était pas une mise en scène, et alors que ça ne l'était pas, bien sûr. Et du coup, son message passe moins, alors que lui, il est dans son storytelling classique, c'est-à-dire il a voulu se positionner au-dessus, en père sévère mais bienveillant, père de la nation, donneur de leçons, etc. Donc il est dans son positionnement politique qu'il essaye d'incarner depuis le début du quinquennat, sauf que là, ça coince à vouloir en faire trop. Autre bémol dans cette semaine de communication pour le président, ce qu'on appelle déjà sur Twitter le Piscine Gate. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Emmanuel Macron veut faire construire une piscine au fort de Brégançon, le lieu de villégiature des présidents à Bormes-les-Mimosas. C'est une information du journaliste Guillaume Darey dans son livre Le fort de Brégançon et une information confirmée par l'Express. Alors la polémique enfle. Une piscine alors que le chef de l'État demande à tout le monde de se serrer la ceinture. Est-ce que ça pourrait être son Fouquet's à lui ou est-ce que c'est exagéré? Jusqu'à présent, c'est vrai que les polémiques ont glissé sur Emmanuel Macron comme l'eau sur les plumes du canard. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez évident. Il y a une forme de bienveillance de l'opinion vis-à-vis parfois de ce que l'on aurait reproché, en tout cas à ses prédécesseurs. Imaginons Nicolas Sarkozy dans une telle situation il y a 10 ans. On peut penser qu'en effet, vous avez rappelé l'épisode du Fouquet, il y a eu le yacht. La pression de l'opinion et en tout cas la pression des médias eût été beaucoup plus forte. Il est vrai qu'il y a quand même un problème aujourd'hui, et là aussi il y a une contradiction. Si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir un discours qui se veut un discours authentique, vrai, un discours cash parfois sur les efforts que les Français ont à faire pour notamment rétablir les comptes publics, et en même temps, même si on peut imaginer que la dépense de la piscine ne constitue pas une dépense excessive et exagérée, vous ne pouvez pas, par des symboles, venir quelque part infirmer le discours officiel que vous tenez. Donc il y a un vrai problème là qui se pose, et à répétition, ce type de séquence peut en effet poser un problème quant à la crédibilité de la parole de l'émetteur qu'est Emmanuel Macron. Et ça, c'est une vraie difficulté politique. Sa chance pour l'instant, c'est d'avoir une opposition qui, encore une fois, n'est pas en mesure d'incarner une alternative. Parce qu'il y a la piscine, il y a la nouvelle vaisselle de l'Élysée et il y a l'utilisation d'un avion pour faire 110 km. 110 km. Romain Mouton.
Effectivement, c'est des choses dont on n'aurait pas parlé au début du quinquennat. Donc c'est intéressant aussi de voir l'évolution du traitement d'Emmanuel Macron. Après, tout est symbole, et comme l'a rappelé Arnaud, la piscine fait partie de ces symboles qui font riche. C'est-à-dire, toi, tu as une maison avec piscine, voilà, ça fait riche. Donc, c'est effectivement compliqué après à justifier. Après, si on prend un peu de recul et qu'on essaye de prendre les choses à froid, il est président de la République, il va dans la maison de vacances des présidents de la République. On peut imaginer que pour des raisons de sécurité, ce serait le président américain, on ne se poserait même pas la question, parce que là, il est dans une... On n'y croit pas beaucoup, cette histoire de sécurité. Non, mais je ne sais même pas si c'est l'argument qui a, si, c'est l'argument qui a avancé. Bon, des raisons de sécurité par rapport à la baignade sur une plage. Mais c'est une réalité. Enfin, la réalité, c'est que, bon, on ne va pas débattre ici des questions de sécurité, mais la réalité, c'est qu'il y a plein de raisons de justifier qu'il peut avoir une piscine dans une maison. Et au-delà de ça, quand on reprend la vaisselle et même les lieux présidentiels, c'est aussi du devoir de l'Élysée, du couple présidentiel, en tout cas de la présidence de la République, d'entretenir, de réhabiliter les monuments nationaux. Et oui, c'est un discours qui est effectivement pas facile à tenir, mais quand Brigitte Macron et Emmanuel Macron vont transformer le palais de l'Élysée, y faire intégrer des œuvres d'art, changer du mobilier, changer de la vaisselle. Effectivement, c'est pas populaire. Effectivement, c'est plus simple d'être un président de la République qui laisse décrépir la vaisselle et qui reçoit ses hôtes dans une vaisselle qui est un peu décrépite. Qui paye ses notes d'électricité. Voilà. Mais la réalité, c'est que il y a une nécessité de cette préservation du patrimoine qui est pas facile à entendre et qui est surtout qui est difficile à vendre aux Français. Alors après, entre changer la vaisselle qui permet de faire des dîners d'État et installer une piscine, on ne peut pas mettre tout sur le même plan. Deuxième thème du match, la cote de popularité de Laurent Wauquiez qui continue de chuter. L'affaire Virginie Calmels commence à lui coûter cher. Selon un sondage de Doxa Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info, 57% des Français interrogés jugent que le patron des LR a eu tort de limoger sa vice-présidente. Il faut dire qu'elle n'a pas été ménagée. Elle a retrouvé ses affaires entassées dans un carton déposé sur le comptoir de l'accueil. Son passe de parking a été désactivé. Le remplaçant de Virginie Calmels, Jean Leonetti, a un peu relativisé les choses ce matin. Je pense que Virginie doit le savoir, dans le privé comme dans le public. Et le jour où vous quittez ces fonctions, eh bien, les moyens pour assumer les fonctions disparaissent. Un jour, j'ai perdu une élection, j'étais ministre, j'ai fait mes cartons en 1 heure. Et puis, voilà, c'est la vie. C'est la vie, Arnaud Benedetti. Oui, enfin, c'est pas parce qu'on se comporte comme un goujat dans le privé qu'on est obligé de se comporter comme un goujat dans le public. Ça me paraît totalement difficile à tenir comme discours. Le problème, si vous voulez, le problème, c'est que Laurent Wauquiez veut incarner une ligne politique, qui est une ligne politique de fermeté, qui est droite dans ses bottes sur un certain nombre de convictions et de valeurs, une ligne politique qui est dure. Et il rajoute quelque part la brutalité à la dureté de ses convictions. Donc, en effet, à un moment donné, là aussi, ça commence à faire beaucoup. Si vous voulez, il aurait pu très bien écarter Virginie Calmels, ça existe dans les partis politiques, d'une manière qui soit un peu plus élégante, et j'allais dire un peu plus politique, peut-être un peu plus hypocrite. Là, il y va quand même à la Kalachnikov, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, en même temps, il ne faut pas se leurrer, il y avait quand même des contradictions, d'autant plus que le poids politique de Virginie Calmels, il est quand même relatif au sein de l'appareil. Donc, il en fait un martyr. Je ne suis pas sûr qu'en faisant un martyr, entre guillemets, il renforce sa cause dans l'opinion publique et même parmi les militants des Républicains. Romain Mouton, ça pourrait lui coûter encore plus cher en termes d'image à Laurent Wauquiez et au parti LR dans son ensemble d'ailleurs. Dans le même sondage, ce qui est intéressant, c'est qu'il est soutenu par les Républicains. Absolument. Et que lui, il est dans sa posture et dans ses costumes de chef des Républicains. Et que son objectif, c'est de plaire à ses adhérents, ses militants et plaire à sa base électorale. Et parmi Sauf que ça suffit pas. Ça suffit non, plus. ça suffit pas, mais il faut commencer par là. Et il est dans une situation aujourd'hui où il n'arrive même pas déjà à rassembler sa famille politique. Donc il fait le pari, alors moi je trouve ça tout en scandaleux, mais juste pour faire une petite aparté, il fait le pari, lui, de consolider sa base, de faire en sorte que déjà les Républicains le soutiennent, qu'il ait un parti propre, assaini, et il essaye de limiter les dégâts. Alors après, effectivement, Virginie Calmels ne pèse pas le même poids que Valérie Pécresse, qui dirige la première région de France, donc Valérie Pécresse, elle est préservée. Virginie Calmels, pour elle, je pense que politiquement, ça l'a fait exister,
et ça lui redonne une dimension. Et si elle pouvait avoir des regrets d'avoir fait alliance avec Wauquiez, du coup, ça va lui permettre de se rapprocher peut-être d'Alain Juppé, son ancien mentor. Donc, au final, elle va pas s'en sortir trop mal parce que c'est pas comme si elle avait à perdre une région, une investiture hyper importante puisqu'elle n'avait pas d'investiture en jeu actuellement. Et Wauquiez, lui, peut au contraire, sur un symbole qui coûte pas cher, parler vulgairement, il peut se racheter une espèce d'image d'autorité en interne au parti parce que ça tanguait beaucoup et il veut peut-être symboliquement couper une tête pour montrer aux autres que calmez-vous maintenant, j'ai le parti entre les mains. Après, les arguments de Jean Leonetti, je les trouve assez douteux et pas très clean vis-à-vis de Valérie Calmels. Allez, Virginie Calmels, dernier thème de ce match, le foot. Le foot omniprésent dans les médias et dans les esprits pour cause de Coupe du Monde. Les Bleus jouaient face au Pérou ce soir, score final un tout petit 1-0, un petit peu décevant, mais c'est pas là-dessus que je vais vous interroger. L'équipe de France, c'est toujours, en tout cas, une source de cohésion nationale, même un levier de communication pour les politiques. Emmanuel Macron n'a pas échappé à la règle, il les a encouragés, c'était lors de son déplacement en Bretagne. Je pense qu'on a un vrai collectif. Le premier match était dur, hein. Regardez ce qu'a fait l'équipe d'Allemagne et quelques autres. L'Europe souffre. Non, mais les favoris classiques, ils souffrent. Donc, rien n'est jamais gagné, y compris le prochain. Mais je pense qu'on a un vrai potentiel. Voilà, et juste avant, sincèrement, je pense qu'on va gagner. Ça, c'est un peu toujours la culture de la gagne d'Emmanuel Macron. Ça révèle ce qu'il est. Oui, c'est vrai que c'est le président qui veut quelque part incarner la réussite, l'élan. La réussite individuelle d'ailleurs, plus que collective en l'occurrence. Mais bon, la somme des réussites individuelles pour lui fait la réussite collective. Et donc le foot est un instrument de ce point de vue-là de communication politique qui avait été particulièrement bien utilisé, souvenez-vous, en son temps par Jacques Chirac en 98 quand l'équipe de France de football avait gagné. D'ailleurs, on avait jugé que Chirac était plus à l'aise que Lionel Jospin, Premier ministre, dans l'utilisation de cette communication politique sportive. Mais ce qu'il y a avec le foot, c'est que vous savez, le foot, la force du foot, c'est d'être simple. C'est un jeu simple, hein. Vous prenez des enfants, vous les mettez dans une rue, vous leur mettez un ballon, ils tapent dans le ballon. Anthropologiquement, c'est simple et c'est ce qui fait le succès du football. Et donc, c'est ce qui fait aussi le succès du football sur le plan médiatique. C'est sa simplicité en tant que règle du jeu, quasiment sur le plan anthropologique, qui fait que tout le monde s'intéresse au football. Et en plus, les intérêts économiques sont tels qu'aujourd'hui, en effet, il y a encore plus de visibilité pour ce sport. Non mais il dit sincèrement, je pense qu'on va gagner. L'emploi du « on » est intéressant aussi. Il s'intègre dans le peuple français. Il est tout d'un coup avec nous. Ah oui. Non ? Il vaut mieux. Vous êtes expert en communication, vous n'allez pas me dire que les mots ne sont pas importants. Les mots sont importants, mais sur cette expression du « on », c'est d'ailleurs l'expression qu'on a tous devant un match de foot. On va gagner. Oui, mais nous sommes des gens normaux. Nous ne sommes pas présidents. Oui, mais effectivement, c'est important qu'il emploie le mot « on ». Mais globalement, c'est aussi important pour lui qu'il soit dans cette communion nationale. Parce que les moments des matchs de foot, c'est les moments où on arrive alors qu'on n'est pas forcément intéressé au foot, à créer une sorte de cohésion et une sorte d'union nationale. Donc Emmanuel Macron emploie le « on », c'est sans grande surprise, mais par contre il a mis la pression dès le début puisque quand il avait rendu visite à Clairefontaine, il était très dans une posture de gagne et de victoire. Donc ce sera intéressant de voir le discours et d'écouter le discours d'Emmanuel Macron si l'équipe de France ne gagne pas. Et quelles leçons il va en tirer, parce que pour lui c'est gagner ou... Et à l'instant, je vous en informe, Daniel Cohn-Bendit qui déconseille à Emmanuel Macron d'aller en Russie pour ne pas, je cite, instrumentaliser le tournoi de Poutine. Oui, alors ça, vous voyez que c'est un autre paramètre qui rentre en compte, sauf que je pense que Emmanuel Macron, qui est un réaliste, ira en Russie, et comme il veut avoir une relation apaisée avec Vladimir Poutine, il l'a démontré dès le début, il n'y a aucune raison qu'il ne se rende pas en Russie. Je crois que la polémique, en l'occurrence, là, plutôt, est assez mal placée. Et le foot comme instrument géopolitique. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Frédéric Michaud. Il publie un livre sur les sondages. Comment sont-ils nés? Quelles sont les méthodes employées? Quid de leur influence sur le débat politique? C'est à lire dans la prophétie électorale. On en parle avec lui juste après cette courte pause. À tout de suite. Soyez les bienvenus dans Terre à Terre. On va parler d'énergie, de la transition énergétique et de l'avenir des énergies renouvelables. Les plus consommés sont le bois énergie, l'hydraulique, les biocarburants, les pompes à chaleur et l'éolien. Ici en Normandie, avec ces panneaux-là, j'arrive à couvrir en gros 60 à 70% de nos besoins en eau chaude. Sur 8 mois de l'année, j'ai de l'eau chaude gratuite. Techniquement, on a énormément inventé déjà. D'accord. C'est-à-dire que ce qui nous manque,
c'est les processus pour massifier en fait les inventions à disposition. Nous avions fait un choix, nous, au niveau du conseil municipal, et en ce qui concerne tout réuni, c'est-à-dire le prix des panneaux et notre consommation électrique, nous économisons 1 000 €. Avec la rénovation énergétique des logements, eh bien, on va avoir besoin de beaucoup moins de chauffage. Et effectivement, la chance qu'on va avoir, c'est qu'il y a un alignement de planètes, c'est que le solaire sera en phase avec les besoins demain. Terre à terre, tout comprendre à l'énergie de demain, ce soir à 23 h sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour et ce soir nous recevons Frédéric Michaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du département opinion et politique de l'Institut Opinionway et vous publiez ce livre, je le disais à l'instant, La prophétie électorale. C'est un livre sur les sondages, sur leur création, leur usage, leur pertinence. C'est vrai qu'ils sont vraiment devenus incontournables dans le débat politique ces dernières années, dernières décennies et en même temps ils souffrent d'une très mauvaise image. Vous réhabilitez un peu le sondage ? Alors, une mauvaise image qui est quand même à nuancer, puisque comme vous venez de le dire, en dépit des différents échecs en France et à l'étranger, les sondages continuent d'être toujours commandés par les médias, utilisés par les hommes politiques, lus par les citoyens. J'essaye dans ce livre, en fait, de brosser avec objectivité, avec impartialité aussi, en tout cas la plus grande impartialité possible, un tableau des sondages électoraux. Sans grandir leur qualité, sans minorer leurs défauts qui sont réels. Je commence par évoquer, comme vous le disiez à l'instant, l'histoire des sondages, leur création, leur naissance aux États-Unis au début du 19e siècle, leur importation en France il y a 70-80 ans, à la fin des années 30, exactement. Le cadre législatif qui s'est mis en place au milieu des années 70. Évidemment, j'aborde les aspects techniques, qui sont souvent méconnues, avec aussi les différentes sources d'erreurs. Il y a eu des erreurs, elles ont différentes causes. Je traite aussi de la question des usages par les hommes politiques, évidemment, par les citoyens, par les médias, et puis les effets sur le vote, notamment. Un tout petit mot d'histoire encore, de manière anecdotique, c'était assez rudimentaire. Comment ça fonctionnait, les premiers sondages ? Ça fonctionnait de manière très, très informelle, très, très artisanale, tout simplement. Chaque fois qu'il y avait une grande réunion publique, par exemple des comices agricoles, une fête nationale, il y avait un comptage des préférences nationales, des préférences électorales, notamment dans le cadre de l'élection présidentielle aux États-Unis. Puis petit à petit, les différents processus se sont professionnalisés. La presse s'est emparée de cet outil, de cet instrument, parce qu'il y a évidemment un intérêt médiatique. Et puis ça s'est professionnalisé avec l'apparition des premiers instituts de sondage modernes dans les années 30 aux États-Unis et à la fin des années 30, 1938 très exactement en France. Et aujourd'hui, on en arrive à Internet, les réseaux sociaux qui viennent aussi totalement bousculer cet univers des sondages. Oui, absolument. Il y a eu toute une série de révolutions dans la façon de recueillir les opinions des citoyens. Première technique, le face-à-face traditionnel, à domicile ou dans la rue. On interroge l'homme de la rue en lui demandant son opinion. Ensuite, dans les années 70-80, premier basculement avec l'interrogation par téléphone. Et puis, au milieu des années 2000, sont apparus les premiers sondages par Internet et depuis quelques années, on observe ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. En fait, tous ces différents modes de recueil successifs sont désormais combinés pour essayer d'avoir la mesure la plus fine de l'opinion publique. Et quand on reproche aux sondages de se tromper tout le temps, ce qui arrive, il y a ce genre de critique, vous nous dites c'est faux. Statistiquement, c'est faux. Statistiquement, c'est faux. Alors, il y a des erreurs qui sont souvent spectaculaires. On se rappelle récemment de Trump, l'élection présidentielle américaine de 2016. En France, on se rappelle évidemment Jean-Marie Le Pen, du le 21 avril 2002. 1995 aussi avait été une mauvaise élection présidentielle pour les sondeurs. On oublie souvent volontairement les réussites des instituts de sondage, comme en 2017 ou dans d'autres élections. Sur la longue durée, l'erreur moyenne des sondages, l'erreur de prévision moyenne, seulement de 2%. Statistiquement, c'est très faible, 2%. Mais évidemment, 2%, c'est suffisant pour provoquer une erreur de prévision et pour sélectionner le mauvais candidat vainqueur. Du coup, qu'est-ce que ça provoque comme réflexion chez vous? Qu'est-ce que ça demande à améliorer? Ça demande à améliorer d'abord la technique des sondages.
L'une des vertus de ces différentes erreurs, c'est que les instituts se remettent en cause méthodologiquement pour essayer d'optimiser en permanence leurs outils de connaissance, de compréhension, d'évaluation. Sur les panels, sur les profils des personnes interrogées. Et puis, d'une part, et puis faire des tests de différentes méthodologies, de différentes manières de questionner ou d'interroger ou d'observer l'opinion publique. Alors, l'autre grand reproche fait au sondage, c'est d'influencer l'opinion par effet de contagion. Si on est à quelques semaines d'une élection, je vois des sondages qui me disent la balance penche pour un tel ou une telle. Je suis plutôt hésitant. Est-ce qu'il n'est pas vrai et même évident que nous sommes influencés par ces sondages que nous voyons, que nous lisons tous les jours ? Alors, il y a une influence de la même façon que les médias influencent les électeurs, de la même façon que les hommes politiques cherchent à influencer les électeurs, les tracts, les réunions publiques, oui, les mais là on parle de professions de foi. chiffres. Et peut-être que ça a un impact différent dans l'esprit des gens. Oui, peut-être. Moi, j'ai plutôt tendance à considérer les sondages non pas comme une influence, éventuellement insidieuse, mais plutôt comme une information en tant que telle. Ça suppose, comme vous le disiez tout à l'heure, que les instituts, les médias, au sens large, doivent faire des efforts de pédagogie pour apprendre aux citoyens à bien lire les sondages et à ne pas considérer que les chiffres qui sont publiés sont des vérités indépassables, gravées dans le marbre. Donc le problème ne vient pas des sondages, mais plutôt de leur usage par les médias, les responsables politiques. Alors je ne veux absolument non, vous l'avez dit ça, les marges d'erreur, exonérer les instituts de leurs responsabilités. Mais leur usage pose problème. Leur usage pose problème. Les instituts eux-mêmes doivent faire davantage en termes de transparence, en termes de pédagogie pour bien expliquer au grand public, aux médias aussi et aux hommes politiques les limites de leur instrument statistique, les limites de leur prévision électorale. Mais finalement, il y a toute une série d'acteurs qui doivent faire des efforts pour améliorer la pédagogie des sondages. Les responsables politiques ne sont pas tendres non plus avec les sondages et ils sont un peu ambigus. Alors quand ça ne les arrange pas, ils disent que ce ne sont que des sondages. Et quand ça les arrange, ils les utilisent évidemment. Mais ils ont le nez sur les sondages en fait. Il y a une grande hypocrisie dans le milieu politique. Il y a un vrai décalage entre les discours publics qui peuvent être tenus, notamment pendant les campagnes électorales, de mise à distance des sondages, voire de critiques souvent acerbes d'ailleurs des sondages, et puis de l'autre côté, le comportement réel des hommes politiques qui commandent des sondages, on le voit dans les comptes de campagne notamment, qui lisent évidemment les sondages, qui sont très attentifs aux données des sondages. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a une grande variation du discours selon la teneur des résultats. Si le résultat encourage l'homme politique ou est positif, il va évidemment avoir tendance à se glorifier des sondages. Et puis si à l'inverse les sondages sont plutôt défavorables, on va plutôt les critiquer sur le plan méthodologique. Les sondages sont devenus tellement importants qu'on a le sentiment que les instituts poussent un peu comme des champignons et que c'est devenu un univers très concurrentiel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de surenchère entre instituts de sondage qui poserait les questions les plus marquantes, voire, pardon pour le terme, les plus racoleuses ? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque ? C'est un risque qui est évident, qui a pu apparaître par le passé. Parfois, il y a des instituts qui cherchent à créer des coups médiatiques à travers la formulation de certaines questions ou à travers certains thèmes qui sont abordés. Je vous rejoins sur le fait qu'il y a sans doute beaucoup trop de sondages, beaucoup trop d'instituts de sondage sur un marché qui finalement est un petit marché, le marché français, et que sans doute la profession aurait avantage à se concentrer. Est-ce qu'il existe d'ailleurs une déontologie du sondeur ? Est-ce qu'il y a des questions qu'on s'interdit de poser ? Oui, il y a une déontologie, mais elle est propre à chaque institut. Il y a un organisme qui donne des bonnes pratiques, et puis il y a surtout l'action de la commission des sondages qui vérifie, contrôle les sondages électoraux. Parce qu'il y a des questions d'argent dans tout cela aussi. Il y a un client. Enfin, vous avez un client quand vous êtes sondeur. Absolument. Est-ce qu'il peut avoir la main sur la question ? Est-ce qu'il peut vous pouvez poser la question en fonction de ce que le client attend ? C'est une relation commerciale, évidemment, entre le commanditaire de l'étude et l'institut qui est son prestataire. Il nous arrive très fréquemment de refuser de poser certaines questions, de refuser d'aborder certains thèmes parce qu'il nous semble qu'ils sont formulés de manière tendancieuse ou qu'ils ne respectent pas la déontologie minimum de notre métier. Oui. Et c'est très intéressant tout cela. Merci infiniment Frédéric Michaud d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, La prophétie électorale, les sondages et le vote, un livre très complet. Merci encore. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat, publicsénat.fr pour retrouver les articles de notre rédaction ainsi que les replays de nos émissions dont on va plus loin. L'invité
de Territoire d'Info. Demain, c'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Très bonne soirée, très bon week-end et restez au cœur du débat.